suis Kakule Kutsapou Michael. Je suis le président du conseil d'administration du groupe Academia et que c'est un grand plaisir pour vous de vous avoir aussi nombreux afin qu'à ce que nous puissions partager notre expérience. Alors, avant qu'à ce que vous puissiez aller, nous allons vous parler, au moins, je dirais que du sommaire qui pourra porter sur, au moins, je dirais que notre présentation, parmi lesquels nous allons vous présenter ces quelques points dont nous allons vous présenter en premier lieu l'abeille et la situation géographique dans le milieu où je me retrouve. En, et à second lieu, nous allons vous parler un peu de ma passion, l'origine de ma passion de l'agriculture jusqu'à maintenant. Et en second lieu, à la suite, nous aurons parlé de l'histoire un peu de l'apiculture, donc l'apiculture en soi. Et à la suite, les causes de la perte de la biodiversité. Et on aura au moins à finir par les places des abeilles, donner la place des abeilles dans l'approche holistique de conservation de la biodiversité. Voilà au moins en quelque sorte les quelques points sur lesquels on pourra s'étendre cette soirée avec vous tous qui nous suivez de partout. Et nous osons croire qu'avec tout ce que vous avez déjà au moins consacré comme temps, on aura à partager. Et si on pouvait parler un peu de quelques clarifications des concepts, de la clarification des conceptuels, nous allons d'abord, moi je dirais que parler un peu de l'abeille, qu'est-ce, pour qu'on sait qu'on puisse aussi rappeler que l'abeille en soi, c'est d'abord un insecte de l'ordre des hyménoptères et qu'il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles et que certaines, elles sont vraiment sociales et d'autres des solitaires. Parmi les sociales, c'est là qu'on retrouve les espèces qui font partie de l'élevage, dont l'apiculture, et qui pourront faciliter quand c'est qui est la récolte du miel et les sous-produits de la riche, comme de la propolis, la sûre, le gelé royal et voire les venins. Et à la suite, vous aurez au moins, je dirais, ensemble, on pourra rappeler que la conservation n'est qu'un ensemble de moyens visant à maintenir l'état et les dynamiques naturelles des écosystèmes ou à prévenir et atténuer les menaces à la biodiversité. Et à la suite, nous aurons au moins à vous parler un peu des écosystèmes, que l'écosystème en soi, ce n'est qu'une association des biotopes et des biosonoses. Il y a la biotope, donc le biotope qui est un milieu de vie et la biosonose qui est un ensemble d'êtres vivants. Et c'est de là que nous avons compris que les êtres vivants établissent des relations entre eux ainsi qu'avec leur milieu. Et c'est à la suite que nous avons fini quand c'est qu'on puisse aussi parler un peu de la biodiversité, qui n'est qu'un terme composé du préfixe bio, du grec bios, qui signifie vie, et du mot diversité. Donc, elle désigne la variété de formes de vie sur la planète. Et c'est en cela que nous aurons au moins présenté là que nous sommes et que nous sommes en République démocratique du Congo, d'abord en Afrique, et en République démocratique du Congo en couleur blanche, et que dans toute cette partie blanchâtre qui est déjà au moins devant votre écran, nous nous retrouvons, d'abord moi personnellement, je me retrouve au Nord Kivu, que nous achirons en couleur rouge, et aussi c'est la province du Nord Kivu, et comme vous pouvez le retrouver à partir de cette image, et que c'est la République, le Nord Kivu et la ville de Butembo qui vient à la suite. Et c'est une ville constituée par 4 communes, comme vous pouvez le retrouver de l'autre côté. Et c'est aussi un centre vraiment d'une forestation énorme qu'on ne peut pas dévaloriser et qu'on doit aussi en tenir compte. Et à la suite, c'est voilà au moins l'image de la ville de Butembo. Tout à dit aussi bienvenue à la ville de Butembo qui fait partie de notre ville natale. Et puis, nous allons vous parler un peu de l'origine de ma passion pour l'apiculture, afin qu'en ce qu'on arrive au moins à échanger et aussi partager un peu de notre expérience par rapport à ça, comme ça a été bien introduit avec le docteur Otomo, et nous en sommes fiers. C'est de cela, comme on pouvait le dire, comme j'étais né d'une famille
chrétienne, comme vous l'avez bien suivi, et que mon père, qui est un apiculteur, et que ma mère est agricultrice, et que le père n'a pas traîné à m'intégrer à l'apiculture, pourquoi pas aussi ma maman, parce qu'on retrouve qu'ils font des travaux qui se complètent et que si papa pouvait m'initier à l'apiculture, mais l'apiculture, on a fini par comprendre qu'elle vont de pair avec l'agriculture, d'autant plus que papa pourrait au moins faire la promotion de l'apiculture et maman pouvait faire je dirais que la promotion des plantes mellifères comme des tournesols, essayer de faciliter quand c'est qu'on ait au moins un peu de pollinisateurs autour qui pouvaient faciliter en ce que nous puissions y arriver. Et c'est de là que les jeunes âges, on est déjà initiés et qu'on a compris que l'apiculture doit aussi nous faciliter en ce que ça puisse aussi contribuer à notre vécu quotidien. Et c'est de là que nous avons retrouvé que de mon travail, de fait des cycles intitulés Théologie du phénomène à part rupture familiale à la ville de Butembo, à l'Université Divina Gloria de Butembo, à psychologie et sciences de l'éducation. C'est de là que l'idée m'était venue à tête pour créer une structure dénommée Groupe Academia. Mais comment ça s'est-il passé? C'était lors je dirais que de ce travail où on a eu à réunir, où on a eu à pouvoir songer comment on peut faciliter la prise en charge de jeunes et que pour faciliter aussi bien d'autres activités qui pourra au moins permettre à ce que nous ayons plus. Et c'est de là qu'on a retrouvé beaucoup d'autres expériences à partir de ce travail et que comme c'était avec les enfants d'Alari et qu'on a retrouvé l'histoire des jeunes garçons âgés de 14 ans qui avaient quitté au moins sa famille 2 ans plus tard suite à l'humiliation qu'il subissait de temps en contre-temps avec par les membres de sa famille qui, qui pouvaient au moins, je dirais, que les qualifier de voleurs au moment où les jeunes garçons n'étaient que vendeurs de produits vivriers aux côtés de leur parcelle et qu'un jour, l'enfant avait joué et à la grande surprise, les a été volés et jusqu'à ce que lorsque l'enfant est revenu de G, et on a qualifié l'enfant de voleur et que comme moi je dirais que le voisin pouvait annoncer le message, ça n'a pas été facile. Voilà pourquoi l'idée a eu à croître pour qu'on puisse créer une organisation qui sera une structure de jeunes et parents souciés des bons encadrements de la jeunesse pour les préparer à un leadership efficace vers un monde plus juste. Et ça a été pour nous qu'on puisse voir comment nous pouvons approcher les jeunes aux activités d'autofinancement et sous diverses formes et que l'apiculture qui fait partie de ma vie au quotidien, ça fait partie aussi des activités qui aident les jeunes à à pouvoir l'apiculture à pouvoir aussi contribuer à la protection de notre biodiversité sous différentes formes. C'est en cela que jusqu'à aujourd'hui, on voit que on est promoteur de cette structure depuis 2014 jusqu'à maintenant. Voilà, l'année prochaine, on pourra faire 10 ans au mois de juillet. Et que, comme vous l'avez bien dit, et que je fais partie des agents militaires à conservation avec plusieurs activités réalisées à travers la région, dont les formations appliquées en agriculture, les formations en coupe et couture, en menuiserie et d'autres activités d'encadrement de jeunes, comme l'agriculture à travers des champs écoles pilotes, des jardins d'expérimentation en agriculture et d'autres activités juste pour au moins pouvoir approcher la jeunesse à la gestion rationnelle de nos ressources naturelles. Et c'est de là que nous pouvons au moins vous faire vivre un peu de quelques images pour au moins approcher la jeunesse de cette gestion rationnelle de nos ressources naturelles. Il faut que d'abord le jeune soit au moins les acteurs de ces développements et qu'ils s'approchent au moins, je dirais, qu'à notre sol pour qu'ils puissent savoir comment on pourra prendre soin de notre sol et comment on pourra prendre soin de nos plantiles et aussi partager leur expérience avec les autres. Et en second lieu, nous avons au moins conduit pas mal d'activités pour essayer de secourir des colonies d'abeilles qui sont, je dirais que dans des riches sauvages, si vous pouvez le dire,
on pourra dire qu'ils sont, moi je dirais que traditionnels et qu'on arrive à doter des maisons et par des riches, comme vous pouvez les voir en image, pour qu'en ce qu'on arrive à les faire délocaliser d'un millier traditionnel sous les arbres ou aussi si c'était des SM pour les au moins faire intégrer dans une riche comme celle-là tout en protégeant, moi je dirais que c'est qu'elles sont et aussi diversifier plus d'activités entrepreneuriales. Et là, nous avons la vision 70-30 qui s'explique par le fait que les 70% de la jeunesse doit être sensibilisée en fait, ce qu'elle puisse remplacer les 30% de nos parents qui font l'agriculture et que de notre côté, nous avons compris que s'il y a insécurité alimentaire, c'est nous les jeunes qui sommes à la base et si la jeunesse pouvait être intégrée et accompagnée, elle pouvait être une solution durable afin qu'à ce que nous puissions avoir des repas en abondance parce que si on retrouve une famille, on a 2 ou 3 personnes, ils pouvaient facilement contribuer énormément aux moyens de survie dans ce sens. C'est en cela qu'il y a pas mal d'activités et il y a des lieux d'encadrement de ce jeunes en menuiserie, comme on l'a bien souligné, comme en image, et aussi un lieu pour nous faciliter la fabrication des riches, moi je dirais que adaptés, standards, et qui pourra aussi permettre qu'il y ait une vraie promotion. En second lieu, comme vous pouvez les retrouver ici, nous aurons au moins à parler que l'abeille aussi a attiré l'attention de plusieurs passeurs, parmi lesquels on a retrouvé par exemple François Hibert, qui est aussi conservateur des abeilles, qui ont fini par dire que dans l'histoire que nous ouvre au moins, dans les vastes gens que nous ouvre l'histoire naturelle, rien n'est plus curieux que les mers et les travaux des abeilles. Et là, c'est à 1859. Ça prouvait en suffisance que l'apiculture n'a pas été vraiment ignorée et n'a pas été, au moins, je dirais, qu'une activité qui est récente, mais ça a influencé pas mal de personnes qui à y penser. Voilà pourquoi, si on pouvait parler un peu de son historique, l'apiculture en soi, c'est une activité qui a été connue par tout le monde et c'est là, ça se fait remarquer par le travail d'Adam Lissier, qui est l'historien Adam Lissier, dans son ouvrage L'apiculture à travers les âges. Et cet historien nous a fait découvrir que les Égyptiens sont les premiers apiculteurs au monde et qu'avant qu'ils puissent nous les faire découvrir, nous avaient fait voir que toutes les civilisations du monde ont porté leur attention sur l'apiculture et que les Égyptiens ont été les premiers apiculteurs au monde parce qu'au début du quaternaire, les Égyptiens pouvaient se servir des produits de la riche dans leur alimentation, dans les soins de toilettes et aussi dans les opérations magiques et pourquoi pas aussi dans leur alimentation, comme je viens de le dire. Ils pouvaient aussi déjà connaître l'apithérapie. L'apithérapie qui n'est rien autre que l'usage du miel et les sous-produits de la riche dans le traitement de l'homme. Donc, l'usage du miel et les sous-produits de la riche pour le traitement de l'homme. Et que ces gens étaient déjà. Et nous avons suivi, comme les Égyptiens étaient des polythéistes, pour eux, ils pouvaient au moins même identifier l'origine des abeilles par un mythe égyptien qui dit un jour, les dieux Ra, les dieux soleil de la 5e dynastie, ils plaira et ces larmes tombèrent par terre et se transformèrent en abeilles. Et c'est de cette façon que les Égyptiens pouvaient, au moins je dirais que, donner l'origine des abeilles. Nous avons suivi que aussi bien d'autres écrivains, ils ont eu au moins à parler de cette apiculture, dont nous avons retrouvé Aristote à travers ses 3 ouvrages, dont ces trois œuvres. Dont la première, c'est l'histoire des animaux. La deuxième, c'est le traité de génération. Et la troisième, c'était les parties des animaux. Et dans ces 3 ouvrages, Aristote, il a pu démontrer les rôles écologiques et biologiques que les abeilles jouent pour la protection et la conservation de notre biodiversité. À la suite, on a compris que cette apiculture n'a pas évolué pour, moi je dirais que le Moyen-Âge, parce que celle-là du Moyen-Âge,
ils ne pouvaient que répéter ce que leurs prédécesseurs auraient dit. Et c'est de là qu'on a retrouvé les symbolistes chrétiens du Moyen-Âge. Pour eux, ils ne pouvaient que considérer la douceur du miel comme je dirais que comme la douceur la lecture des Saintes Écritures. Ils pouvaient que comparer la reine comme Dieu lui-même. Ils pouvaient comparer la vie des abeilles comme celle des saints. Et c'était de cette façon qu'ils pouvaient au moins comprendre comment les abeilles pouvaient au moins arriver à être tellement bibliques. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à reconnaître que vraiment le miel est un des repas délicieux en ce sens. C'est de là qu'on a retrouvé plusieurs travaux qui sont orientés vers ce secteur, qui pouvaient au moins amener les gens à pouvoir qui pouvait au moins, je dirais que, qui pouvait amener les gens à pouvoir comprendre que l'apiculture a pu évoluer pour qu'elle puisse influencer positivement la vie des personnes. Et la République démocratique du Congo n'avait pas été du reste. Et que là, c'était le début donc, de 1885 à 1908. On a si c'est la période coloniale, on a revu que toutes les provinces de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, a connu l'apiculture et que les colons blancs pouvaient au moins, je dirais, que pratiquer cette apiculture dans notre pays et que le miel de notre pays a pu influencer beaucoup d'autres pays, enfin, quand c'est que ça soit aussi reconnu parmi les meilleurs miels suite à la biodiversité que nous disposons. Et là, c'est par la disposition de plantes mellifères biologiques et rares. Et là, c'est comme même maintenant que nous disposons des cafés. Donc, on avait des gens, de vastes concessions de café. Et on a des vastes concessions et plantations du cacao, de vastes étendues de quinquina et bien d'autres aussi plantes mellifères qui pouvaient facilement faire la distinction de ces miels de notre pays par rapport à hier. Et c'est de là qu'on a retrouvé que le miel a été exporté au niveau d'autres pays. Et là, on a retrouvé qu'en Afrique du Sud, ça a été parmi les pays dans lesquels on a eu à exporter le miel produit au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, la Grande-Bretagne, et pourquoi pas aussi d'autres milliers, en fait, on sait que ça arrive à contribuer positivement. C'est de là que nous avons au moins essayé de voir qu'il y a au moins plus d'abeilles qui sont en train de faire des déplacements ici et là, tout juste par manque d'abri. Et on les retrouve en train de se déplacer dans vos villages, en train de manquer par où pouvoir, au moins, je dirais, que vivre, et que ce sont des SM qui n'est qu'une division d'une colonie. Et de notre côté, on fait de ce que nous pouvons faire pour casser qu'on arrive au moins à pouvoir approcher la jeunesse, à pouvoir au moins capturer ces différentes colonies d'abeilles, afin qu'on puisse aussi leur disposer des maisons au vu des rôles qui ne cessent de jouer pour notre biodiversité. Et c'est de là qu'on peut retrouver, par exemple, en image, la riche au moins, la riche, la grande. Et cette riche, elle est vraiment tellement adaptée à tous les milieux par le fait que sa production, elle est tellement meilleure. Et aussi, elle a plusieurs avantages parmi lesquels on retrouve que c'est facile aussi à fabriquer, ça ne demande pas beaucoup de technicité pour en faire. Et on retrouve que c'est aussi un outil facile en fait quand c'est que ça puisse nous aider à pouvoir aller de l'avant. On a retrouvé qu'il y a bien d'autres riches que vous pouvez voir à partir d'ici. Et là, vous avez vu que vraiment c'est tellement bon pour casser qu'on essaie de voir comment on peut arriver à approcher la population à la protection. Et là, nous voyons combien de fois on est en train de faire l'installation des riches Lagrange, tout en colonisant des colonies qui sont aussi là, donc faire abriter les riches dans ces différentes colonies. Donc, je dirais quoi? C'est tout en protégeant les vies des abeilles à l'air dotant des maisons par ces riches.
et qu'il y a bien d'autres activités qu'on a eu à faire, parmi lesquelles on a retrouvé qu'il y a beaucoup d'autres riches qui sont en train de marquer l'histoire de notre milieu, parmi lesquels on retrouve par exemple la riche traditionnelle rwandaise et que ça a eu vraiment évolué. On pouvait facilement le faire accrocher à une altitude de plus de 10 mètres, plus de 5 mètres alors, même plus de 5 mètres, parce qu'on retrouve que cette riche, elle a plus de potentialités. Elle est installée dans des milieux où il y a plus de mouvements d'abeilles que tout autre. Vu l'évolution de l'apiculture, on a retrouvé au moins les riches kenyans, que c'est parmi les riches qu'on a eu à vulgariser, qu'on a connu, en fait, à ce qu'on puisse au moins arriver à diversifier la façon de faire les choses. Et on a vu la riche, au moins Langstroth, qui est au moins une riche qui demande plus de professionnalisation. Et que si on pouvait même apporter ça à un paysan, il ne pourra même pas se retrouver comment même on pouvait faire les visites d'inspection. Comment il peut faire au moins des soins, les soins, effectuer des visites simples pour au moins pouvoir au moins sauvegarder ça. Et ça va demander plus de technicité pour sa fabrication. On a retrouvé que les abeilles ont vraiment beaucoup de bienfaits et que ces bienfaits n'est pas vraiment pas vraiment à ignorer, parmi lesquels les tout premiers bienfaits, c'est d'abord suite à la pollinisation et que les abeilles vraiment nous aident énormément dans la pollinisation, comme vous l'avez bien retrouvé. À la seconde, ça nous aide au moins à la production du miel. Et là, à la suite, ça nous aide aussi à pouvoir aussi retrouver des produits de la riche, les sous-produits de la riche, bien d'autres technicités qui peuvent, les abeilles nous facilitent au moins comme de nous servir comme des régulateurs de notre écosystème pour la régulation de l'écosystème. L'apiculture, les abeilles en soi, ça nous... Et en fait, on retrouve que ce sont vraiment c'est vraiment des activités qui contribuent à l'économie de notre survie. Et c'est aussi, on prend ça comme une nouvelle approche, afin qu'à ce qu'on puisse approcher nos différentes communautés autour des aires protégées, afin qu'à ce qu'ils contribuent non seulement aussi à la restauration de forêts et aussi de déforestation, mais aussi à leur économie. Et c'est dans ce sens qu'on a eu au moins à montrer un peu, et on peut parler un peu de l'état de la conservation de la nature à province du Nord Kivu. Et là, nous aurons au moins à vous montrer que réellement, le Nord Kivu, c'est vraiment une province merveilleuse, par une province merveilleuse, si on pouvait le dire, mes excuses. On pouvait facilement connaître que c'est une province qui est entourée de plusieurs aires protégées, parmi lesquelles vous retrouvez que là, nous avons au moins le parc national de Maïko. Au niveau du centre, nous avons au moins un peu le parc, je dirais que la réserve de Taïna. Au niveau de l'autre côté, à l'est, de l'autre côté, on retrouve au moins le parc national de Virunga, qui partage au moins ses frontières avec l'Ouganda et le Rwanda. Là, quand vous allez voir Elisabeth de l'autre côté, et aussi une grande partie de l'autre côté. Alors, on retrouve que c'est le parc national de Virunga qui est au moins une partie proche à nous et qu'on retrouve qu'il y a bien d'autres communautés qui sont autour au moins autour d'un de cette aire protégée et que ces mêmes populations ils sont moins sensibilisées aux approches communautaires, ça fait qu'à ce qu'on arrive au moins à conserver tout ce qu'ils pouvaient. Avec la gente, vous ne voyez que à rouge qui ne sont que des limites de la RDC. Et les couleurs que vous avez vues, ça montre, moi, je dirais que l'altitude à quel niveau on serait et bien d'autres éléments que vous pouvez retrouver. On a retrouvé que vraiment, on a eu à mener ou à conduire d'autres activités. C'est comme par exemple l'activité je dirais que l'activité de ces 20 mains où nous avons eu à conduire, à célébrer la journée mondiale de l'abeille où nous avons eu à faire intervenir bien d'autres partenaires, où nous avons choisi comme thème
l'entrepreneuriat apicole comme moyen de survie des populations riveraines des aires protégées, cas du parc national de Virunga où nous en sommes, et où nous avions salué aussi la présence des représentants de l'ICCN, représenté par, au moins, je dirais, qu'un des répondants de Virunga Développement, et bien d'autres structures qui ont pu contribuer dont AgroAction et d'autres organisations du cluster de la sécurité alimentaire. C'est bien, on a eu au moins à retrouver qu'il y a bien beaucoup d'autres causes qui puissent aussi arriver quand c'est qu'on approche. On a eu à retrouver bien d'autres causes qui puissent quand c'est qu'on approche notre communauté à pouvoir aussi savoir les quelques éléments qui arrivent quand c'est qu'on est à se retrouver face à cette perte de la biodiversité. C'est en ce sens-là qu'on a eu à retrouver qu'il y a beaucoup il y a plusieurs éléments qu'on puisse retrouver et qu'on puisse aussi constater que ça fait partie des éléments qui font partie de cette perte et parmi lesquels, comme vous pouvez au moins les retrouver avec moi, on a retrouvé que parmi ces causes, il y a première cause, parmi lesquelles la perte de la biodiversité, c'est vraiment un problème causé par de nombreux facteurs interconnectés et que la principale cause est souvent documentée. Nous avons souvent trouvé, par exemple, la destruction des habitants, qui est l'une des principales causes des activités humaines et que ces activités humaines que nous arrivons au moins à reconnaître, parmi lesquelles on peut retrouver la déforestation qu'on est en train de décrire ici et là. Nous retrouvons aussi l'urbanisation qu'on est en train de voir qui est des montées démographiques, qui est en train de voir comment on arrive à perdre. Il y a aussi l'agriculture intensive et l'exploitation minière qui détruit les habitats naturels de plantes et des animaux. On a parlé de la pollution de l'air, de l'eau, et voire même du sol, qui a un impact négatif sur la biodiversité et qu'il y a bien d'autres produits chimiques tels que l'usage des pesticides, des herbicides, même voire beaucoup d'autres pratiques qui sont néfastes à la vie de nos pollinisateurs et qui arrivent même à perturber les l'élément physiologique des plantes et des animaux. On a eu à reconnaître que la quatrième des causes, nous avons par exemple, reconnaissons, est-ce que ça marche? Nous voyons au moins les causes qui sont liées au changement et que le changement climatique est une menace croissante pour la biodiversité et le changement de la température et les précipitations peuvent perturber les écosystèmes et prendre les habitants adaptés et voir permettre comment d'autres espèces qui peuvent facilement se retrouver. Et on a retrouvé qu'avec cet aspect, les espèces qui ne peuvent pas s'adapter rapidement au changement climatique sont particulièrement vulnérables parce qu'on se rend compte que la conservation et la biodiversité nécessitent donc une approche holistique pour aborder les différentes causes en matière gré. C'est en ce sens que nous avons parlé au moins un peu de la plante des abeilles, de l'approche holistique de conservation que vous pouvez au moins retrouver à partir d'ici, où nous pouvons retrouver en image les abeilles qui cherchent un peu du nectar, du pollen, de fleurs pour nous faire du miel. On retrouve combien de fois nous prenons les cas des plantes dioïques et les pollens qui doivent être transplantés par les pollinisateurs jusqu'à leurs fleurs femelles. Et on a trouvé que grâce à cette pollinisation, les plantes vont donner au moins de fruits qui seront consommés par au moins, je dirais que des bêtes, et bien d'autres gyrophares, comme vous avez vu, et qui à leur tour aussi vont aider à dissimuler les graines et aussi aider à multiplier les espèces végétales. Et de là, on a retrouvé que grâce à cette bonne pollinisation, les herbivores trouvent aussi à manger et aussi à assurer leur survie, pourquoi pas. Et c'est de là que nous avons
et nous arrivons au moins à peu afin qu'à ce qu'on puisse permettre à ce qu'on puisse y revenir au fil du temps concernant en échange avec les amis. Mais c'est de là qu'on a dit que les abeilles vraiment jouent un rôle important dans la conservation de notre biodiversité et que son importance comme pollinisateur ne peut être sous-estimée car elle contribue à la reproduction des plantes qui sont les producteurs primaires auxquels tous les animaux, y compris les humains, dépendent pour leur survie. Et de là que nous avons compris que la protection des abeilles et leurs habitants est cruciale pour préserver la biodiversité et assurer la durabilité de notre environnement, pourquoi pas même de nous-mêmes. Et c'est une approche aussi holistique de conservation de la biodiversité qui doit être donc inclure les mesures spécifiques pour soutenir les populations, pour soutenir les populations d'abeilles et voir promouvoir leur bien-être. Voilà pourquoi nous avons fini par dire que soutenir les apiculteurs, ou soit l'apiculture, comme vous voyez les apiculteurs ici et là, c'est vraiment aussi préserver la biodiversité. Et comme vous pouvez les retrouver à l'image, ça ferait partie de nos devoirs afin qu'on puisse arriver à pouvoir y aller. Sinon, merci pour votre attention, notre gouvernement, qui n'ont pas pu comment contrôler et à accuser les abeilles de la méchanceté, comme peut-être certains d'entre eux. Comment conserver les abeilles, ils sont trop méchants et qui pouvaient facilement piquer nos enfants. Et aussi la troisième, les déplacements massifs de la population qui pouvaient facilement vivre la vie du nomadisme. Parce que suite aux guerres d'occupation, les populations ne pouvaient plus rester en un coin. Et que ça a permis qu'à ce que l'apiculture puisse au moins diminuer jusqu'à aujourd'hui. Et que notre pays, jusqu'à maintenant, l'apiculture n'est pas réglementée comme un secteur au même titre que les autres. C'est pourquoi demander à Boutembo comment ça se passe. On est en train de faire en sorte qu'à ce que on arrive à approcher nos leaders, nos dirigeants, à pouvoir tenir sa compte du rôle biologique et écologique, voire économique, que l'apiculture joue pour le survie de la planète et de nous comme personnes. C'est en ce sens qu'on a intensifié les différentes conférences, les différentes formations, avec à ce qu'on arrive à approcher communauté des scientifiques et voire même aussi les autres avec à ce qu'on arrive. Comme la dernière conférence tenue à Goma, en province, on a eu à appeler tous les apiculteurs de nos 6 territoires sous l'appui financier de WWF où on réclamait la réglementation du secteur apicole dans notre pays, afin qu'à ce que ça arrive à être reconnu au même pied d'égalité. Parce que les apiculteurs qui sont au niveau de notre pays et d'ailleurs, il faut tout de leur mieux pour faire les choses de leur manière, mais quand ils n'ont pas au moins un titulaire jusqu'à maintenant, on ne peut même pas, on s'est retrouvé en France des ministères de l'Agriculture, Pêche et Élevage, qui pour dire que non, c'est moi qui suis le responsable de l'apiculture parce que ça fait partie de l'élevage. Et celui du ministère de l'Environnement dit non, on ne peut pas avoir l'environnement sans qu'il y ait des agents pollinisateurs. Ça a été vraiment un problème. Alors, pour votre question spécifique, vous pouvez aller tout droit. Peut-être, les miels en soi, d'abord, c'est un repas. C'est un repas par le fait que pour avoir du miel, il faut que vous puissiez vous rassurer que c'est une combinaison de plus de 40 plantes. Suite à la biodiversité, la diversité de fleurs que nous avons à travers la région, et que ça nous aide déjà pour au moins comme une alimentation riche et concentrée qui est recommandée aux nourrissons et aux vieillards, afin qu'à ce qu'ils puissent concentrer leurs anticorps. Et ça nous aide aussi, comme moi je dirais que même de l'apithérapie. Et là, vous aurez à retrouver même en cosmétique, comme vous l'avez retrouvé, et qu'il y a bien d'autres jeunes gens qui sont d'utiliser les miels alliés de glycérine pour arriver à moins à maintenir leur beauté. Et on a vu combien de fois l'apiculture, donc les miels est en train d'aider plus de gens pour le traitement de poison et bien d'autres qu'on est en train de voir ici et là. Et de la sûre d'abeilles
Même dernièrement, on a eu à montrer combien on est en train de, même dans les églises catholiques, et même en Afrique, d'ici, partout, vous retrouvez des bougies de Pâques qui sont ici des produits de la riche, qui n'est que la sure d'abeille qui est sécrétée par les glandes syriennes et qui sont en train d'être valorisées même localement et qu'on s'en soit consommé. Donc, ça veut dire l'apiculture a d'énormes vraiment potentialité qu'on doit exploiter et que la réalité est que on n'est qu'en train de tenir compte seulement du miel sans valoriser les sous-produits de la riche dans ce sens. Sinon, si on peut passer, on pourra revenir au fil du temps qu'on sera en train d'aller avec le débat. Merci. Ok. Ça, c'est vraiment intéressant parce que le commun mortel, on connaît juste l'abeille, le miel. Quand on parle d'abeilles et de production ou des produits issus des activités des abeilles, on ne connaît que le miel, mais c'est vraiment édifiant ce que vous dites. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et donc, je suis le docteur Patrick Biambas et je viens d'abord m'excuser parce que j'ai pris la présentation en cours. Et pour le peu que j'ai pu comprendre, c'est effectivement très intéressant, l'apiculture. Mais je vais rapidement poser ma question. Euh, en- Au niveau de la RDC, dans la zone où vous travaillez, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés par rapport à l'intensification de l'agriculture? Parce que l'intensification de l'agriculture, on sait, souvent pour effet immédiat l'utilisation de beaucoup de pesticides, beaucoup de produits phyto. Et ces produits phyto ont un impact sur la flore, la faune même des insectes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que au niveau de votre localité, je ne sais pas si vous en avez parlé, euh, Oui. la pratique de l'apiculture est en train de progresser ou alors c'est quelque chose qui ne prend pas encore bien au niveau des populations? Voilà mes deux questions en fait. Merci. Merci, merci, cher docteur. Et c'est vraiment aussi un bon moment de dire aussi bienvenue aussi à notre, au moins, je dirais que présentation. Mais sinon, pour l'apiculture dans notre milieu, c'est d'abord, nous avons eu à présenter notre milieu, que c'est un milieu favorable pour essayer de voir comment promouvoir cet élevage, parce qu'on a plus de la sylviculture qui est plus répandue que de l'agriculture. Donc, on a encore plus de verdure suite au moins aux activités qui sont moins intensifiées, mais aussi l'agriculture fait partie aussi des aspects qui sont en train de réduire l'intensification des activités apicoles par le fait que l'usage des pesticides et d'autres produits chimiques, mais de notre côté, on est en train de vulgariser à partir de la de télévision, des radios de la place, afin qu'en ce que s'il y a au moins l'usage des pesticides ou autres, qu'on arrive aussi à les utiliser au moins vers le soir, afin qu'en ce qu'on puisse diminuer leur méchanceté et l'agressivité, tout en appelant les gens à pouvoir au moins s'approprier les pratiques de l'usage des pesticides biologiques qui ne pourront plus causer de tort au moins à la vie des pollinisateurs. Mais bien d'autres causes sont au niveau de notre région, parmi lesquelles nous retrouvons d'abord les sécurités et que la grande partie de notre pays est déjà sécurisée et que les milieux dans lesquels on pouvait avoir plus d'apiculteurs, ils sont inaccessibles suite à l'insécurité et que les apiculteurs ont été obligés quand c'est qu'ils puissent sortir de leur milieu et abandonner les différentes colonies d'abeilles pour aller vers les villes et que la population est maintenant concentrée vers les villes et que c'est ce qui fait quand c'est que il y a même, je dirais que plus d'extermination de ces pollinisateurs. Et ensuite, nous avons retrouvé qu'il y a aussi même des approches qui ne sont pas en train de pouvoir approcher la protection des abeilles, parce que même vous allez voir, même dans les parcs, où on retrouve des pratiques par lesquelles on voit au moins faire des brûlures à grande échelle pour chercher la restauration ou bien à pouvoir régénérer, pouvoir faire régénérer des espaces verts. Et pourtant, on n'a pas tenu compte des aspects, la présence des abeilles dans leurs espaces. C'est de là que, même pour les agriculteurs, pour les vastes champs, ils arrivent aussi à prendre, au moins, je dirais, que des pluiries à grande échelle.
qui arrive à exposer la présence des pollinisateurs, ça qu'on puisse en tenir compte. Il y a aussi la prolifération des usines de fabrication des vins qui attirent plus d'abeilles pour venir siroter à leur cycle et qui aussi les exposent. Même pour qu'à ce qu'ils soient tués, ils soient au moins, je dirais, que brûlés, ça tenir. Et il y a aussi bien d'autres gens, comme à ville de Butembo, il y avait, même comme là, je vous, et nous nous avons rendu compte qu'il n'y a pas des ambassadeurs des abeilles. Pour qu'à ce qu'on arrive à adopter. C'est de cette façon que de notre côté, on est en train de former des jeunes ambassadeurs de l'environnement qui sont là uniquement pour délocaliser les colonies d'abeilles qui sont dans des maisons, dans des écoles, afin qu'ils soient délocalisés dignement. Parce que la plupart même des scientifiques, ils arrivent quand ils voient une colonie d'abeilles, ils vont seulement acheter des pesticides, des insecticides pour uniquement les exterminer, sans tenir compte du rôle écologique et biologique que les abeilles jouent pour notre survie et pourquoi pas pour notre planète. C'est dans ce sens qu'on est en train d'intensifier les activités de ces gens, afin qu'à ce qu'on délocalise dignement les colonies d'abeilles dans des maisons vers les sites appropriés pour permettre qu'à ce que ça puisse aussi leur servir comme une opportunité entrepreneuriale où nous voudrions d'ici dans l'avenir où on puisse avoir un champ école où on pourra vendre des colonies d'abeilles. Dans les cas où vous aurez besoin des abeilles, nous aurons facilement vous partager de nos boîtes de capture qui sont déjà colonisées et qu'on aura au moins orienté vers votre champ à école, des champs apicoles qu'on appelle les richers. Je ne sais pas s'il vous arrive qu'à ce qu'on ait à répondre peu. Si vous n'êtes pas encore satisfait, vous pouvez essayer de reposer la question en fait qu'à ce qu'on puisse voir comment on peut revenir. Mais sinon, à quelque sorte, c'est pesant comment est la situation de l'apiculture au niveau de notre milieu, mais c'est un milieu vraiment super, si on pouvait au moins le dire, et que c'est un milieu vraiment qui est tellement vert et qu'on arrive aussi à pouvoir se dire que ni telle sécurité, nous pouvons arriver à approcher plus d'autres gens avec à ce qu'on arrive. Mais certainement, on a retrouvé beaucoup de difficultés. Et il y a une diversité de techniques apicoles, donc chacun les fait de sa façon. Et on aurait nécessité de voir des séances de renforcement qu'on a commencé. On a lancé la première, où vous avez retrouvé les images sur notre site web, www.groupacademia.org, où on a eu à essayer de capaciter certains apiculteurs sur les techniques apicoles standards afin qu'on puisse uniformiser la qualité de production et aller vers la recherche des marchés communs du miel et les sous-produits de la riche parce qu'on a compris que les apiculteurs ne sont qu'en train de vivre de se contenter du miel, ça qu'on puisse récolter du propolis. Et pourtant, le propolis est déjà fabriqué, déjà consommé même localement. De la sure d'abeille. Et la sure d'abeille, actuellement, la plupart même de nos apiculteurs n'arrivaient même plus à récolter. Et pourtant, on n'arrivait même plus à les faire de l'hydromel. Et pour autant, l'hydromel pouvait aussi faciliter et accroître même les revenus de ce que on est en train de faire. Et on a eu à visiter aussi les amis d'ici au site Kivu, à Bukavu, et ils ont déjà de l'extracteur de venin où ils arrivent au moins à retrouver quelques grammes de venin pour que ça puisse aussi ajouter un peu de valeur sur la rentabilité apicole. Je ne sais pas si vous avez été satisfait, sinon on est là pour vous, cher docteur. Mais je vais aller, il y a une question assez intéressante qui a été causée par Dan Royal, je crois qu'il nous disait qu'il était basé en Afrique du Sud. Il demande, est-ce que j'ai le droit d'installer une ruche dans mon jardin? Merci. J'aurais à dire que oui, mais vu que l'apiculture elle est encore au moins une nouvelle approche, et je souhaite qu'elle puisse installer d'abord, qu'elle puisse construire une maisonnette dans laquelle elle pourra installer les ruches là-dedans comme des clapiers et ça va diminuer au moins l'agressivité de ces abeilles parce qu'on n'aura plus à en craindre qu'on aurait la divagation des bêtes et d'autres qui pourront au moins déranger. Et à plus, les abeilles ont aussi du mal à entendre l'odeur du sol. Il faut que vous vous rassurez qu'autour de cette riche, vous n'aurez pas au moins à trop faire de pratiques, de pouvoir au moins faire les pratiques de l'agriculture. Vous allez dire, vous allez encercler. Mais si vous allez encercler, venez le soir pour casser que c'est vraiment facile. L'apiculture domestique aussi est là. C'est une approche où on peut facilement
arriver à aller ensemble avec nous. Donc, madame, vous êtes aussi la bienvenue en apiculture. Si réellement vous pouvez avoir une maisonnette qui pourra diminuer pour éviter que s'il y a une bête à divagation, qu'elle ne puisse pas s'accrocher à la ruche et causer, au moins, je dirais, que cette agression de cette colonie. OK. Mais Michael, donc, avant de passer à la question, de donner la parole à Edgar Fabre et puis de repartir dans le chat pour avoir une question d'eux, il y a aussi l'aspect, parce que si la personne est en zone urbaine, bon, je ne connais pas où Dan il vit, mais disons s'il est à Pretoria, par exemple, dans une zone urbaine avec des écoles à côté, et puis des voisins, et puis une zone assez... Est-ce que c'est quoi la procédure en fait? Est-ce qu'il y a il y a des lois dans certains pays, je présume, qui vont réguler l'installation des ruches, par exemple? Parce que si la personne est en ferme ou dans une zone rurale où il y a beaucoup de... Ça peut être différent que si la personne est dans une ville assez urbanisée avec des immeubles et des... Qu'est-ce que tu en penses en termes surtout de sécurité voilà, pour les gens qui seraient sensibles aux morsures ou plus, plutôt aux piqûres d'abeilles. Donc, Michael, quel serait ton commentaire là-dessus? Donc, en soi, d'abord, les abeilles sont pacifiques et que c'est nous qui les prenons peut-être des méchantes, mais ils sont d'abord pacifiques de nature. Et que si vous voyez que vous êtes au moins dans un milieu urbain, il y a au moins l'apiculture domestique. C'est de là que je dis, vous devez d'abord construire une maisonnette où vous allez mettre aussi la clôture pour dire qu'il n'y a pas accès, il n'y a pas vraiment accès au moins à la divagation des bêtes. Et aussi, c'est peu éloigné je dirais que, des activités d'encadrement d'enfants. Et c'est de cela qu'on peut arriver à les faire afin qu'on arrive à les protéger de cette façon. Si vous voyez que c'est peut-être à un milieu où il y a vraiment, je dirais, le passage des gens, c'est vraiment interdit pour ce sens parce qu'il y a plus de gens qui pourront avoir des curiosités, alors ça va les exposer. On demande seulement si vous êtes un peu éloigné, vous construisez une maisonnette dans laquelle vous aurez à proposer les riches et ces riches-là vont vous permettre que vous les visitiez seulement la nuit. Et là, vous n'aurez pas à effectuer des visites d'inspection ou qui consiste à contrôler même à l'intérieur de cette colonie s'il y a quelque chose, ou l'évolution ou les prédateurs. Ça se fait la nuit. Et pour permettre que s'il y a même, je dirais que ceci ou cela, ça ne pourra plus déranger qu'à ce qu'il y ait agression. Donc, le lendemain, la colonie va prendre son rythme normal sans agresser personne. Donc, OK. c'est question d'être avoir bien tué, mais on encourage, comme c'est une approche, c'est une nouvelle approche, qu'à ce que ça soit éloigné des enfants, parce que l'éducation environnementale vraiment a ses limites pour qu'à ce que nous puissions préserver la vie de nos enfants et qu'on puisse aussi les écarter loin de nos enfants au vu de leur curiosité qui est vraiment montée et de prévenir aussi les dangers en ce sens. Merci. Donc ici, je vais commencer déjà par me présenter, docteur Fabre Anguillet. Je suis également apiculteur. Je travaille depuis un certain nombre d'années là-dessus et même sur les mélipones aussi. Donc ici, j'ai trois questions. Bon, mais je vais me limiter à deux. La première question, c'est à quel niveau êtes-vous au niveau de la réglementation du secteur apicole? Parce que je vous entendais parler de réglementation, mais j'avais un moment donné un souci de connexion, donc je n'ai pas bien suivi. Donc la première, c'est au niveau de la RDC, à quel niveau êtes-vous au niveau de la réglementation du secteur apicole? La deuxième question, c'est que bon, ici on parle de biodiversité, vous avez parlé des menaces en termes de perte d'habitat et autres, etc. Moi, ma question ici, par rapport aux observations que je fais ici au niveau du Gabon, c'est qu'avec la question des changements climatiques, on commence à voir les saisons qui bougent tout doucement. Les périodes de floraison qui aussi ne sont plus tout à fait exactement les mêmes. Alors ma question c'est, est-ce que vous êtes confronté à ce phénomène aussi en RDC et quelles sont les mesures que vous avez entreprises? La dernière question, c'est, vous avez parlé de l'exploitation du venin. Est-ce que vous avez un marché local ou bien c'est à l'international? Merci. Docteur Anguillet, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Je crois on va profiter de vos connaissances puisque vous avez indiqué que vous-même vous êtes apiculteur, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, donc jusqu'à ce que Vous Patrick m'entendez? revienne. Oui, oui, je vous entends parfaitement. Jusqu'à ce que Michael plutôt revienne, je crois que vous pouvez peut-être nous aider à répondre aux questions plutôt générales. Et merci d'être là parce que ça nous aide, vu que vous êtes professionnel vous êtes un connaisseur du domaine. Il y avait une question il y a plusieurs questions dans le chat, mais il y avait une question qui parlait en termes de timing, quand est-ce qu'on recrute, et puis en termes de ruche, qu'est-ce qu'il faut choisir et tout ça. La question venait de Dan Royal, qui est basé à Pretoria. Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à cette question-là? Donc ici, il y avait deux questions. C'était le timing, mais je n'ai pas bien compris. Timing par rapport à quoi? La période de récolte, la période Voilà. C'est de par pose rapport à de la ruche, période de récolte. de colonisation. La période de récolte, c'était ça la question. Ok, de manière générale, bon, ici c'est une zone large, hein, tout dépend du pays dans lequel on se trouve, mais de manière générale, c'est après le pic de floraison que vous pouvez espérer avoir une récolte. Donc ici, je vais prendre le cas du Gabon, où nous avons notre pic de récolte de floraison autour de novembre-décembre de l'année. Donc ici, moi, en général, je conseille aux personnes de mettre en place, de faire coloniser leur ruche autour de août, septembre, qui est aussi la période où il y a des périodes de sémage, pour espérer avoir une récolte autour de décembre, janvier. Donc, tout dépend de la région que vous trouvez. Donc, c'est observer la floraison. Si la floraison est importante, et que votre colonie est assez forte, donc vous l'avez mis en place bien avant, elle va pouvoir vous produire du miel. Maintenant, les autres produits, tout dépend comment dire, du type d'activité que vous menez. Si vous faites de la récolte de propolis et autres, etc. Maintenant, pour la OK. deuxième question sur les ruches, le type de ruche, c'est bien ça? Ouais. Alors, tout dépend de votre objectif. Si vous voulez faire de l'apiculture juste pour avoir un peu de miel et puis, bon, en vendre un tout petit peu ou partager à la famille, ça sert à rien de vous embarrasser avec du matériel lourd et coûteux. Vous pouvez opter pour des ruches à barrettes qui vont amplement suffire, du petit matériel pour faire votre récolte et faire votre entretien. Donc, combinaison, fumoir et ruches. Et donc, les ruches à barrettes, vous pouvez avoir tout dépend du pays où vous vous trouvez, hein, vous avez des ruches traditionnelles que vous pouvez utiliser. Ou, bon, moi, je ne recommande pas la KTBH par expérience au Gabon. Vous pouvez tout simplement confectionner une ruche assez propre avec des parois verticales comme la Langstroth et puis vous mettez vos barrettes là-dedans, vous ne compliquez pas la vie. Et maintenant, si vous voulez faire vraiment, vous voulez aller vers quelque chose de plus professionnel, déjà en termes d'investissement, ça va déjà vous coûter, en termes de nombre de ruches, en termes de matériel et autres. Donc, il faudra soit une presse, soit un extracteur en fonction, que vous utilisez encore là des ruches à cadre ou des ruches à barrettes. Et là aussi, c'est la même chose. Vous pouvez partir sur un plus grand nombre de ruches à barrettes ou aller sur des ruches à cadre si vous êtes suffisamment aguerri, type Langstroth. Pour ceux qui est de la zone Gabon, je déconseille les dadans, c'est trop volumineux pour notre sous-espèce. Voilà, OK. pour faire court. C'est une question de Laetitia Otomo qui demande avec combien d'abeilles commencer. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Avec combien d'abeilles on peut commencer un projet d'apiculture. Et puis, je crois que vous avez donné un élément de réponse là-dessus. Combien de temps ça va prendre pour arriver à la première récolte? Ok, donc ici, je vais commencer par la deuxième, puisque j'avais déjà embrayé là-dessus. Moi, j'évite souvent de dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce que ça dépend toujours de la floraison, donc la disponibilité de ressources alimentaires pour les abeilles pour qu'elles puissent stocker du miel. Donc, c'est observer, vous renseigner auprès des apiculteurs de la sous-région, de votre pays, quelles sont les périodes où les plantes mellifères sont en, en floraison et vous avez votre pic de floraison et c'est après cette période que vous pouvez espérer avoir des récoltes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre
en place, il faut coloniser votre ruche au moment du pic. Hein. Il faut coloniser votre ruche 3, 4 mois avant pour laisser le temps à la colonie de bien se développer, avoir suffisamment d'ouvrières pour pouvoir espérer avoir de bonnes récoltes. Ça, c'était pour la deuxième question. La première question, vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît, je l'ai un peu... La question, c'était donc avec combien d'abeilles commencer un projet d'apiculture? Je suppose la dame voulait parler du nombre de colonies. Donc, Là, ça je sais pas, rejoint un mais peu à c'était vraiment combien d'abeilles. Donc, c'est à vous de. Je crois que Ok, Laetitia, non, si en fait, elle est en ligne, elle peut dans le peut-être. cadre de l'apiculture, dans le cadre de Uh-huh. l'apiculture, on parle de colonie d'abeilles. C'est-à-dire que OK. vous avez une colonie, c'est une reine, des ouvrières et durant certaines périodes de l'année, des faux bourdons, donc des mâles. Donc, vous avez la reine qui pond des œufs, Mhm. les ouvrières qui font tout ce qui est entretien de la colonie et qui butinent, donc qui vont récolter tout ce qui est nécessaire à la ruche, nectar, miella ou résine et autres, et j'en passe. Donc Mhm. ici, c'est pas en termes de nombre d'abeilles, c'est plutôt en termes de nombre de colonies ou nombre de ruches. Et comme je dis OK. tout à l'heure, si vous partez pour une consommation personnelle, vous pouvez commencer avec 2, 3 ruches. Maintenant, OK. si vous voulez aller sur quelque chose de plus professionnel, je déconseille aux gens d'installer tout de suite 50 ruches, mais de monter en gamme. C'est-à-dire que vous commencez avec une dizaine de ruches, vous observez si l'environnement autour de vous vous permet d'avoir de bonnes récoltes, vous montez à 15, 20, et quand vous voyez que vos rendements en miel commencent à stagner ou à baisser, changez de site. Ça veut dire que le site où vous êtes ne peut pas vous permettre d'installer plus de colonies. Si c'est 20 ruches dans votre région, si vous posez une 21e ruche et vous constatez que les récoltes commencent à baisser, que même les abeilles désertent ou les colonies commencent à s'affaiblir, ça veut dire que la ressource alimentaire n'est pas suffisamment importante pour subvenir aux besoins de toutes les colonies que vous avez installées. Donc, ce sont des OK. paramètres qu'il faut prendre en compte. Bonsoir. Vous êtes basé où? Vous intervenez d'où? Je suis en N'Djamena au Tchad. Oh, OK, parfait. Ok. Parfait. Donc, vous pouvez poser votre question. Je ne vois pas Michael. Je crois qu'il est déconnecté, mais il y a le docteur Anguille qui est là depuis le Gabon, qui pourrait nous Ok. aider à apporter des éléments de réponse à votre inquiétude, sinon à votre question. Merci bien. Ok, merci. Bon, le thème est vraiment important. Et j'ai essayé d'expérimenter la culture dans 2 zones de notre pays, dans la région du Mandoul et le Guéra. Alors, le problème ici, c'est la vulgarisation de cette activité. Comme disait Dr Anguilé, la ressource est importante. Mais le problème actuel, c'est la vulgarisation en termes de développement des AGR. Nous avons la population locale qui exploite bien cette activité, mais c'est toujours l'exploitation artisanale qui prédomine ici. Alors, nous voudrions peut-être avoir un peu d'éléments de réponse. Comment faire, comment faire pour transformer ces produits dont actuellement ici, c'est la vente artisanale du miel est faite pour consommer peut-être il n'y a pas toujours la transformation un peu plus industrielle. Est-ce qu'il y a cette possibilité de le faire transformer? Telle est ma question. Merci. Ok, merci encore. Je connais pas bien le chat pour n'avoir pas été. Mais bon, de manière générale, c'est les problématiques qu'on rencontre un peu, qu'on rencontre un peu en Afrique. Donc ici, la première chose, pour ce qui est du miel, il n'y a pas de transformation qu'on fait. Le miel, on le récolte, on le filtre et on le conditionne. Donc ici, ce qui arrive souvent, c'est que sur le plan traditionnel et autres, déjà les règles d'hygiène qui ne sont pas toujours respectées par les apiculteurs. Donc déjà ici, les amener à respecter les règles d'hygiène. Je vais prendre le cas du Gabon que je connais assez bien, vu que je suis originaire du Gabon. Vous avez les apiculteurs qui vont récolter le miel et tout autour les parents qui mettent le doigt pour goûter, ils mettent à la bouche, on remet dans le même seau et autres, etc. Tout ceci, ça ne joue pas
en faveur de la bonne conservation, de la qualité du produit au sortir de toutes ces pratiques. Donc déjà, l'hygiène au moment de la récolte. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de gros moyens pour voilà, sensibiliser les populations sur le fait que ben, il faut se laver les mains avant de... Quand on travaille, c'est pas évident, quand on récolte, mais maintenant, quand on va faire de l'extraction, quand on va presser notre miel et autres, faire attention à, à l'hygiène, se laver les mains, éviter ben, faire ça dans un endroit propre déjà. Ça joue déjà en faveur de la qualité. Et surtout, faire un bon filtrage de votre miel. Si vous prenez des mailles trop épaisses, ben, si le miel est pressé, vous allez avoir des résidus de cire, de résidus, de cendres et autres, etc. Tout dépend de la méthode de la récolte, qui peut finir dans le miel et l'altérer. Donc ici, première chose, hygiène. Deuxième chose, bien filtrer son miel. On peut même le laisser décanter, c'est-à-dire le laisser dans un récipient quelques jours, le temps que éventuellement des débris se déposent au fond ou voilà, un peu, on le laisse se décanter avant de le conditionner. Ça, c'est aussi une autre chose qui rebute un peu les clients. On va voir souvent c'est des pots de récupération, mais on ne prend pas la peine de soigner la présentation. Ça aussi, ça joue dans la commercialisation du produit et justement pour donner de la valeur ajoutée à son miel. Si vous amenez un miel bon, qui est conditionné de manière voilà, qui ne donne pas envie, ben, si vous mettez un prix, si vous dites 1000 francs ou 5000, bon, le client n'est pas très, voilà, très tenté d'investir 5000 francs là-dedans. Pourtant, ça peut être du bon miel. Mais si vous conditionnez, euh, même avec des récipients de récupération, et là encore, il faut laver, moi je recommande souvent des pots en verre, laver, faire chauffer pendant au moins 1 heure ou deux, pour au moins s'assurer qu'on a un produit qui ne va pas être pollué ou voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du miel. Maintenant, pour les autres produits de la ruche, ben, le produit souvent qu'on bon, transformer, c'est un gros mot, mais oui, pour tout ce qui est savonnette, tout ce qui est bougie, tout ce qui est produit pour l'entretien des meubles, là encore, les apiculteurs peuvent tirer profit de la cire. C'est-à-dire, au lieu de vendre simplement des blocs de cire, on peut faire des bougies, on peut faire des savons de manière même artisanale. On peut faire aussi des produits pour la conservation du bois. Donc, les ébénistes, ils connaissent ce dont je parle. Et donc, là aussi, c'est simplement avec des mesures simples comment transformer, comment présenter le produit et ensuite le marché. Ça aussi, c'est important. Quand on lance des projets, on parle d'AGR, mais il faut déjà cibler son marché, savoir que dans telle région, on va développer un projet apicole, mais au bout, ben, c'est dans tel marché qu'on va le vendre. Ok. Donc, tout ça, ça doit être pensé avant. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas tirer en longueur. Que j'ai de la part de Martha, c'est quelle est la relation entre le poison et le miel? Là, j'ai parlé de l'usage des opérations magiques. Là, c'était pour d'abord les Égyptiens, pour au moins se servir des abeilles pour se battre. Là, c'était dans l'histoire de l'Égypte. Et aussi, le miel peut aussi devenir poison parce que s'il est mélangé par toute autre chose, comme ceux-là qui sont en train de fabriquer le miel à base de sucre, ça devient aussi un poison. Donc, ça signifie que la mauvaise conservation du miel, ça expose vraiment les consommateurs. Mais la façon dont on parlait pour la présentation, dire que les Égyptiens se servaient des abeilles pour leurs opérations magiques, ils pouvaient se battre à se servir de ces colonies-là. Mais présentement, pour parler du poison dans la consommation du miel, on doit savoir que le miel, c'est un des produits les plus beaux et les plus mauvais au même moment. Comment? C'est d'abord les produits les plus mauvais par le fait que c'est un champ fertile du microbe. Donc, si vous le laissez au vide du microbe, ça va se développer facilement. Et ça veut dire, c'est en ce sens, lorsque vous pouvez mettre ça sur, moi je dirais que votre plaie, au lieu que les microbes puissent s'imposer,
ils pourront directement reculer pour récupérer ces glucoses et on aura une guérison. Donc, ça veut dire, si le miel n'est pas bien traité, ça constitue un danger pour casser que ça puisse, par le fait que le miel est de l'abeille qu'on appelle le jabon, ça n'a plus besoin d'être digéré par l'homme. C'est pourquoi ça peut toutefois être consommé par les nourrissons et les vieillards au même moment, ça leur cause problème. Ok. Michael, un élément de clarification de la part de... Je disais, en fait, en termes de clarification, elle voulait savoir comment guérir, en fait, comment utiliser le miel comme guérisseur pour guérir des empoisonnements, en fait. Là, il voulait parler de l'apithérapie. Voilà. Donc, mais surtout dans le cadre des empoisonnements. Là, c'est tellement bon, mais le miel en soi, pour prendre ça dans ces cadres, ça demande un peu plus, vraiment, qu'à ce que vous puissiez savoir à quel degré ces poisons seraient. Mais d'une manière là pratique, si vous pouvez y aller pour au moins les cadres d'empoisonnement, il y a plusieurs techniques selon qu'on se retrouve en face de tel ou tel autre apiculteur qu'on se retrouve. Mais d'abord, on doit se rassurer que vous devez prendre, si c'est léger, si c'est au niveau léger, on peut prendre le miel, donc 2 cuillères du miel, vous les prenez et vous allez aussi prendre les jaunes d'œufs et vous prenez aussi les citrons. Et là, si c'est vraiment léger, ça va au moins éliminer le minimum possible. Et si ça s'est déjà aggravé, ça pouvait prendre aussi un autre ampleur. Donc, même si vous vous sentez qu'il y avait déjà fermeture, je crois qu'avec le mélange, simple mélange, juste de 2 cuillères, du miel avec aussi les citrons, ça va faciliter qu'à ce que ça puisse arriver à le faire d'une manière là, progressive. C'est en ce sens que si ça, c'est une manière là tellement ingantante, vous prenez 1 litre de miel, plus 10 jaunes d'œufs, plus un verre de l'huile de ricée mélangée, et prendre 3 cuillères, afin qu'à ce que vous le preniez au moins 3 fois par jour. Et vous répétez ce cri kir 3 fois. Cela va permettre qu'à ce que vous puissiez arriver à diminuer. Pendant 3 mois, vous n'aurez plus le poison dans votre corps. Vous prenez, je répète, 1 litre de miel, plus 10 jaunes d'œufs, plus un verre de l'huile de ricée mélangée. Et vous prenez 3 cuillerées. Donc, ça va faire 3 par jour. Et vous répétez ce kir 3 fois. Et c'est là pendant 3 mois. Ça va au moins déjà à répondre à cette requête. Mais je me Ok, vais au merci. moins à Oui, répondre à papa, oui. docteur, qui voulait savoir si à quel niveau nous en sommes pour réglementer le secteur. Ok, mais Je me vais répondre au docteur qui demandait si à quel niveau nous en sommes. voilà. Oui, oui, j'ai dit que je peux aller répondre aux 3 questions du Oui, docteur qui oui, oui, demandait oui, si sans à quel problème. niveau nous en sommes. Oui, Nous en oui, sommes pour les rapidement, il n'y a pas de réglementations problème. du secteur. On Mhm. pouvait dire que non, nous avions déjà déposé la note de plaidoyer, la note de réglementation du secteur auprès du gouverneur de province. Et malheureusement, tout juste après le dépôt, on a déclaré l'état de siège dans notre pays et qu'on nous a directement instauré les gouverneurs militaires et tous les administrés et sans faire qu'à ce qu'on ne puisse plus avoir, moi je dirais, que feedback parce que les militaires décidaient vraiment pour au moins réglementer le secteur économique. Ça n'a pas été facile suite à la sécurité. Et la seconde question qui était en rapport avec comment les changements climatiques n'affectent pas, au moins je dirais que notre région, on doit rassurer que réellement le changement climatique est en train de les faire, mais nous sommes en train de faire de notre mieux parce qu'ici, dans notre milieu, nous avons 3 saisons de récolte du miel et que nous retrouvons la grande saison au mois d'avril, la petite, donc c'est début de saison avril, grande saison, c'est juillet, et la fin de saison en septembre, tenant compte des cultures, des campagnes de culture, de différentes cultures que nous avons dans les milliers. Et c'est en cela qu'on retrouve que ça impacte vraiment négativement. Mais aussi, comme méthode d'atténuation, on a retrouvé que s'il y a réchauffement climatique dans votre milieu,
Faisons en sorte que nous puissions aller épuiser de l'eau pour nos abeilles, pour que lorsqu'ils arrivent dans des fleurs, quand il n'y a plus d'eau, que vous, comme apiculteurs, vous puissiez leur puiser de l'eau et vous leur disposer dans des vases au niveau de votre richesse. Ça va leur faciliter ça problème et aussi faciliter que vous ayez un peu de résultats. Je ne sais pas là qui voulait peut-être savoir si quand est-ce que combien de temps il faut prendre pour récolter les miels, c'est seulement saisonnière. Il faut seulement laisser coloniser votre riche. Après la colonisation de votre riche, vous devez au moins penser que cette colonie puisse se développer. Après que cette colonie se développe, vous attendez la saison des récoltes. Pour nous, pour notre millet, je dis bien que notre saison de récolte, ça commence en avril. Et là, vous devez déjà avoir fait les visites inspection qui consistent à pouvoir au moins veiller à ce que s'il n'y a pas de prédateurs ou comment, et voir s'il n'y a même pas de maladies, parce qu'il y a beaucoup de maladies au niveau de différentes riches, mais les apiculteurs n'arrivent pas au moins à tenir compte parce qu'il y a au moins des chenilles et bien d'autres, même des diarrhées aussi, qui peuvent attaquer les abeilles. Mais l'apiculteur doit veiller pour qu'il puisse en tenir compte. Donc, vous devez d'abord vous rassurer si vous avez une faible colonie de 20 000 ou 10 000 ouvriers. Et vous ne pouvez pas en récolter comme une personne qui a au moins 80 000 ouvriers qui peut facilement récolter massivement. Parce que cette forte colonisation, si on pouvait le dire, c'est une forte colonie, comme on pouvait le dire en apiculture. Cette forte colonie facilite déjà aussi l'abondance de la production. S'il y a une autre question, on peut revenir avec à ce que je puisse au moins poser un mot là-dessus. Une question qui nous vient de la RDC de M. Sylvain. Et il demandait comment faire, je me demande s'il est même dans l'audience, il demandait comment faire pour ramener des abeilles qui sont parties d'un territoire pour les attirer à nouveau. Merci. Pour au moins les méthodes de captage des colonies d'abeilles, il y a au moins 3 méthodes. La première, il faut que vous puissiez vous rassurer d'abord que votre riche est d'abord à un bon milieu et que c'est bien fabriqué et que ça ne puisse pas laisser casser qu'il y ait au moins plus d'humidité et vous rassurer que la riche peut avoir 36 degrés. Et la seconde, vous devez vous rassurer que vous disposez de boîtes de capture. Les boîtes de capture, vous devez au moins bien l'emplacer au moins à 15 mètres de l'eau. Parce qu'on reconnaît que les abeilles ont plus de passages sur les lots de eau, les moments où ils cherchent au moins de l'eau. Et vous devez vous rassurer que c'est vraiment bien placé. Et si à la troisième, si vous avez, moi je dirais qu'un millier où il n'y a pas une vallée, placez votre boîte de capture à une haute hauteur où on aura plus de passages des abeilles. Et il y a aussi quelques techniques où vous prenez le mélange de l'hydromel, vous mélangez avec, moi je dirais que de la menthe. Après menthe, vous mettez aussi des propolis et vous bouillissez. Et puis, vous aurez au moins à mettre, moi je dirais que cet hydromel déjà au moins mélangé avec l'hydromel, la menthe, le thé aromatique au moins menthe et du propolis. Et vous allez mettre ça dans une boîte de capture. Ça va facilement attirer les abeilles parce qu'ils vont siroter cette eau et entre-temps découvrir les milliers. Donc, il y a bien d'autres techniques qui sont vraiment liées et on peut même procéder à la délocalisation d'autres colonies, soit sauvages, et que vous aurez au moins à faire abriter, qu'on peut facilement identifier dans la communauté. Et vous essayez de la délocaliser, vous l'envoyez, vous amenez cette colonie au niveau de votre richesse. Et il y a au moins aussi des autres méthodes où vous pouvez facilement au moins faire la première méthode, vous laissez les abeilles s'envoler dans la nature, dans votre parage, et vous suivez. Mais la deuxième, c'est aussi pour assurer que vous avez pris du couvet. Et ces couvets, vous allez les attacher sur les lattes par de lanières. Et ces lanières vont facilement laisser casser que les abeilles puissent au moins rester dans votre riche parce qu'il y avait déjà du couvet. Ah, d'accord, merci. En fait, je voudrais intervenir par rapport à l'importance de l'apiculture dans ce système de restauration de la nature. Je ne vois pas beaucoup plus le côté miel, vu que les défis que nous faisons face, surtout liés au changement climatique, je vois que l'abeille joue un grand rôle dans la restauration. Et mon inquiétude, c'est un peu au niveau des grandes décisions
Je vois par là les grands sommets qui se tiennent et autres. Est-ce qu'il y a des grandes actions, pour ne pas dire des projets orientés vers ce secteur qui valorise un peu l'apiculture? Et je me retourne un peu aussi vers le docteur Anguillet, si je ne me trompe pas. Et en tant que chercheur, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités de faire une extension de la production ou bien, je ne sais pas, vulgariser l'apiculture pour que même dans nos communautés, jusqu'à la base, que cela soit intégré dans nos comportements afin de contribuer vraiment à la préservation de la nature? Voilà à peu près mes préoccupations. Ok, donc ici, pour ce qui est de la vulgarisation, ben, c'est la problématique que nous rencontrons dans beaucoup de pays africains, hein, c'est-à-dire que les autorités ne suivent pas toujours. Et puis, maintenant, s'il y a comment on appelle ça, des ONG, des structures associatives et autres, etc., qui sont disposées à aider les chercheurs à vulgariser, en général, on travaille avec eux. Mais de manière générale, dans la vulgarisation, je recommande d'associer l'apiculture avec de l'agriculture. Ok. Excusez-moi, oui, donc je disais l'associer l'apiculture à l'agriculture et de manière à ce que les populations rurales aient de quoi, en fait, puissent diversifier leurs revenus. Aïe, j'ai beaucoup Ok. d'écho là. Ouais, je crois que là, c'est bon, vous pouvez continuer. Ok, donc ici je disais, en général, le souci que nous, les chercheurs que nous rencontrons, parce que bon, nous on fait de la recherche et autres, mais c'est pas très utile pour la communauté si ça reste entre nous, les chercheurs. C'est plus utile pour la communauté si on vulgarise. Donc ici, on développe des techniques, souvent on va vers sur des techniques qui peuvent être vulgarisées facilement. Mais la problématique que nous avons, c'est que il faut des partenaires qui nous accompagnent. Parce que par expérience, voilà, nous, quelquefois, quand on va vulgariser, il y a un côté un peu social, anthropique. Quelquefois, il y a les mots qu'il faut dire, il y a les mots, il y a des termes qu'il faut employer et nous ne sommes pas toujours outillés. Donc, on peut venir faire de la vulgarisation, mais si nous ne sommes pas accompagnés par des structures associatives, des spécialistes de la vulgarisation, quelquefois, nous, chercheurs, on pêche. Et donc, pour que ça puisse se faire, il faut qu'on travaille avec des personnes qui travaillent sur la vulgarisation. En général, il y a des structures, que ce soit le ministère de l'Agriculture, d'autres associations, avec qui on échange, avec qui on travaille pour vulgariser. Mais comme je l'ai dit, en général, je recommande de vulgariser l'agriculture avec les pratiques agricoles. C'est plus facile parce que les paysans ont déjà des pratiques agricoles. On vient juste associer de l'apiculture. Et là encore, ça permet de les sensibiliser sur l'importance des abeilles et des pollinisateurs. On va leur faire comprendre que, ben, écoutez, pour vos rendements, ben, c'est utile que vous ayez des abeilles à côté. Vous avez des abeilles, ça impacte vos rendements. Vous avez des abeilles, vous pouvez produire du miel. Vous avez du miel, vous pouvez avoir des revenus. Vous pouvez produire de la cire et autres, etc. C'est comme ça que moi, je vois un peu l'approche vulgarisation associée avec les pratiques agricoles, donc toutes les techniques que nous développons, mais il faut que le chercheur soit accompagné par des spécialistes de la vulgarisation, des gens de la communauté, comme je dis souvent. Voilà, ça peut être des chefferies, ça peut être, voilà. Sinon, on arrive, on a notre langage qui ne passe pas toujours avec les populations et quelquefois ça bloque. Merci. Ok, merci une fois de plus, je reviens. Euh, Ma question est sur les pratiques de la culture, surtout la pratique de récolte artisanale où les gens utilisent de la fumée, le feu. Cette pratique, pendant nous parlons de la biodiversité, nous parlons de la restauration de l'écosystème. Est-ce que dans la politique de vulgarisation de ces activités, comme le disait M. Oustoubé,
est-ce que des grandes décisions ne pourraient pas être prises? Déjà, dans mon pays, il y a des lois qui interdisent cette activité, mais interdisent cette pratique des récoltes. Mais jusqu'aujourd'hui, comme je vous disais, par expérience, j'ai fait 2 grandes régions productrices de, de la culture dans notre pays, mais c'est cette pratique-là qui est toujours plus recommandée donc, dans la production artisanale. Comment faire pour que cette population exploitante puisse comprendre le bien fondé de la chose? Merci. Ok. Ok, donc de manière générale, dans le monde entier, on utilise de la fumée en apiculture pour déjà calmer, adoucir un peu les abeilles et les désorienter pour qu'elles ne soient pas trop agressives. Maintenant, on utilise un outil qu'on appelle l'enfumoir qui permet justement de gérer cette fumée. Parce que l'idée n'est pas de noyer complètement les abeilles dans de la fumée. On utilise, ça peut être des feuilles séchées avec un peu de feuilles vertes ou ça peut être un peu de coco et autres, etc. En tout cas, on n'utilise pas des grandes quantités. On ne fait pas un grand feu. Donc là, déjà, avec l'utilisation de l'enfumoir, on réduit déjà la nature de la fumée. On ne fait pas de grands feux, on ne va pas consommer du bois et autres, etc. C'est quelques petits résidus qu'on va utiliser. Donc déjà, la vulgarisation de l'enfumoir permet déjà de réduire cette pratique-là, parce qu'en général, je l'ai vu dans mon pays aussi, on fait des grands feux, on fait beaucoup de fumée et autres, etc. Et autres, alors qu'avec une petite quantité de feuilles séchées, avec un peu de feuilles fraîches par-dessus, on arrive à produire de la fumée et, à tranquillement, enfin, comment dire, à exercer notre métier d'apiculteur, donc faire des observations. Mais par contre, durant la récolte, là aussi, l'enfumoir est utile parce que l'enfumoir, comme je dis, ça permet de gérer la fumée, d'utiliser modérément la fumée pour euh, calmer, désorienter les abeilles, le temps que l'on puisse exercer une autre activité. Ça peut être de l'observation, ça peut être même de la récolte. Donc ici, il y a d'autres pratiques qu'on utilise en Europe, mais que je n'ai pas encore essayé ici. C'est la pratique de chasse abeilles, mais là encore, c'est très technique parce que bon, commencer à vulgariser les chasses abeilles, c'est un peu, je pense, un peu, ça va pas être facile. Mais ici, c'est d'abord vulgariser l'utilisation de l'enfumoir. Ça, c'est la première chose pour réduire l'impact du feu. Parce que c'est de la fumée dosée, et c'est pas, il y a moins de risques que des résidus de cendres, des résidus de charbon et autres finissent dans le miel et altèrent la qualité du miel. C'est pour ça, en apiculture, on recommande l'utilisation de l'enfumoir. Mais vous allez rarement échapper à l'utilisation d'un fumoir dans notre écologie, j'entends par là l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, où on a généralement des sous-espèces qui sont déjà qui ont une certaine agressivité, sauf les colonies qui ont déjà l'habitude d'être voilà, manipulées par l'homme. L'agressivité, j'ai observé que ça baissait un peu, et donc on utilisait de moins en moins de fumée aussi. Donc c'est un peu par la pratique apicole l'utilisation d'enfumoir. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Merci. Merci bien. Ici, ben, je vous remercie déjà et je remercie l'auditoire. Je remercie d'abord en premier lieu Monsieur Michael pour la présentation. Dommage que, bon, pour des raisons techniques, bon, c'est la technique, hein, on n'y peut rien, qui n'ait pas pu contribuer un peu plus à cette vidéoconférence. Donc ici, je voudrais remercier tous les auditeurs, toutes les personnes qui ont pris part à la réunion, parce que c'est toujours un lieu pour échanger avec des personnes d'autres horizons, d'autres pays d'Afrique. Et je pense que nous avons un grand défi dans le secteur apicole. C'est déjà le plaidoyer au niveau de nos institutions pour faire comprendre que ben, voilà, l'abeille a un rôle important sur le plan écologique, sur le plan de la conservation de l'environnement,
sur le plan économique via l'activité apiculture. Et ce plaidoyer peut se faire en synergie, c'est-à-dire chercheurs, praticiens, apiculteurs, vulgarisateurs et j'en passe. Donc ici, je tenais encore à vous remercier pour l'initiative et la disponibilité de tous. Merci encore. Merci. Vraiment, nous présentons nos excuses parce que la connexion n'a pas permis. Nous présentons franchement nos excuses vraiment à ce grand rendez-vous, mais on a été tellement désolé pour ce qui s'est passé. Mais tout à remercier à tous ceux-là qui ont eu à concourir au moins à compléter. Mais il y avait une super question pour voir comment la conservation peut être aussi basé sur l'apiculture. On a relevé qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pouvait au moins tenir compte et plus comment on peut d'abord au moins installer des systèmes de délocalisation dans nos villes afin que l'économie des abeilles soit protégée. Et en second lieu, nous retrouvons qu'il y a le problème de capacitation des apiculteurs qui sont en train d'effectuer de leurs travaux. Et on retrouve qu'il y a un problème d'accessibilité à un marché commun des produits apicoles afin qu'on arrive au moins à essayer de promouvoir ce secteur. Et afin, il y a moins de vulgarisation aux jeunes et des projets de vulgarisation afin qu'on arrive au moins à approcher. Mais c'est l'une des approches qui pouvait faciliter que la conservation puisse aussi contribuer parce que l'apiculteur crée la forêt par la plantation des arbres mellifères. Donc, c'est une approche qui pouvait au moins accompagner la conservation pour que ça puisse aussi tenir compte de l'apport de toutes les parties prenantes et aussi contribuer à l'émergence des populations riveraines des aires protégées par cette promotion parce qu'avec l'agroforesterie, les gens pouvaient vivre à partir des produits fruitiers, des arbres fruitiers qui pourront au moins donner peu de fruits, qui pourront faciliter au moins qu'à ce qu'il y ait l'abondance. Donc, ça suffit que l'apiculture resterait l'unique approche pour au moins, je dirais, que préserver notre biodiversité et permettre que non seulement les humains, les plantes, et voire même notre planète puisse aussi avoir un mouf de soulagement parce qu'on a retrouvé qu'on se retrouve en France au moins à un réchauffement climatique qui est déjà avancé parce qu'il y a moins de pollinisateurs et que si on ne tient pas compte au risque de se retrouver dans le désert parce qu'il y a plus de plantes qui manquent de pollinisateurs, qui manquent, moi je dirais que des agents pollinisateurs pour conserver leur existence, pour aussi améliorer la production des agriculteurs, parce que quand on est en train de plus privilégier l'agriculture, ça, pollinisateur, on est en train d'étouffer les efforts des communautés au lieu qu'on puisse faire la combinaison et pour permettre qu'à ce qu'il y ait un bon rendement et que aussi et bien d'autres personnes qui puissent aussi intégrer ces secteurs. Donc, nous restons à la disposition de tous ceux-là qui peuvent au moins avoir des questions supplémentaires afin qu'on puisse y répondre comme on ne sent pas permis. Mais s'il y avait au moins peut-être une seconde chance, je serai disponible pour qu'on puisse arriver à éclairer le public, comment on peut arriver à s'approprier au moins cette conservation et voir comment intensifier la production apicole et voir les activités de conservation avec, moi, je dirais que le profit à l'appui.